traversé un fossé, puis remonté un talus où elle avait percuté plusieurs arbres qui s'y trouvaient. Les agents sur place ont relevé beaucoup de sang à l'intérieur du véhicule. La victime semblait s'être blessée à la tête. On a pensé que la tête de la conductrice avait heurté le châssis du véhicule. Ou bien alors, qu'en traversant les broussailles, une branche avait percuté son crâne. On a constaté que la conductrice était décédée. Il y avait des effets personnels dans la voiture, y compris son permis de conduire, ce qui a permis d'identifier Bianca Robertson. En rentrant des magasins, je suis tombée sur une déviation. Il y avait eu un gros accident. Je me souviens de m'être dit, j'espère que ce n'est pas Bianca. En me garant dans l'allée, j'ai vu des policiers. Ils ne viennent jamais dans notre quartier. Qu'est-ce qu'ils faisaient là? Je peux vous aider? Il m'a demandé si j'étais Michelle Robertson. J'ai dit non, je suis sa mère. Et il m'a dit qu'il devait lui parler. Allô? Ma mère était en larmes. J'ai demandé ce qu'il se passait et elle m'a répondu que la police voulait me parler. Quand je suis rentrée à la maison, un policier est venu me demander si j'avais une berline de couleur verte. Puis, il m'a demandé qui la conduisait. J'ai dit ma fille. Il m'a demandé si elle s'appelait Bianca Robertson. J'ai répondu oui. Et il m'a dit qu'il était désolé, mais je n'ai même pas pu lui laisser finir sa phrase. On était abasourdis. C'était tellement irréel. Je n'arrivais pas à croire qu'on allait revivre ça. 4 ans plus tôt, le fils aîné de Michelle, Michael, est mort d'une maladie cardiaque à l'âge de 22 ans. Ça ne pouvait pas recommencer. Ma fille était morte. Je suis restée cloîtrée chez moi, à pleurer sans fin. Sur les lieux de l'accident, les policiers recueillent des témoignages. Un des témoins avait vu la voiture de Bianca rouler sur une voie d'intersection en direction du sud. Un pick-up rouge à ses côtés. D'après elle, le pick-up rouge aurait heurté le véhicule de Bianca, la projetant hors de la route et ensuite dans les fourrés. Après avoir provoqué cet accident, le pick-up rouge aurait accéléré et pris la fuite. De toute évidence, ce véhicule avait pris la fuite parce qu'il était impliqué dans l'accident. L'inspecteur Torres arrive sur les lieux. Quand vous arrivez sur ce type d'accident, il y a beaucoup de tension et les gens sont bouleversés. On doit mener l'enquête. Et parfois c'est difficile. Le service des transports en Pennsylvanie possède des caméras qui filment les routes à travers tout l'État. Les enquêteurs demandent les images des caméras de surveillance de l'autoroute. On voulait regarder ces vidéos pour tenter d'apercevoir le véhicule de Bianca Robertson et aussi le pick-up rouge décrit par les témoins. Les caméras avaient peut-être enregistré l'accrochage entre les deux véhicules. Le lendemain de l'accident, on a autopsié le corps de Bianca.
On pensait que c'était un accident de voiture. Bianca avait fait une sortie de route et percuté un arbre. C'était donc la cause évidente de sa mort. Mais pendant l'autopsie, on a trouvé une balle dans le crâne de Bianca. Cette balle provient d'une arme de calibre 40. Ce n'était pas un simple accident, mais un homicide. Elle a reçu une balle? Ça nous a sidérés. Quelqu'un dans notre ville avait sorti une arme et tué une conductrice sur la route. On ignorait si cet individu allait faire d'autres victimes. Merci pour l'appel. On devait tout faire pour trouver l'auteur de ce meurtre. Après l'autopsie, on est allé chez Bianca Robertson avec l'inspecteur Ben Martin. Bonjour. On peut entrer? Je me suis demandé qu'est-ce qui pourrait être pire que ce qui nous arrive. Il vaut mieux vous asseoir. Ils m'ont dit que Bianca n'avait pas eu un accident de voiture. On lui avait tiré derrière la tête. Passer d'un accident de voiture à un meurtre en moins d'une journée, c'était trop pour moi. J'ai craqué, je me suis mise à hurler. Dans ce contexte qui était difficile, on devait réunir des informations pour faire avancer l'enquête. Dans de nombreux homicides, la victime connaît son agresseur. On devait découvrir si Bianca avait des ennemis. Quelqu'un aurait pu lui en vouloir? Pour nous, elle ne connaissait personne qui avait une arme. On n'imaginait donc pas que ce soit quelqu'un de notre entourage, ni un proche de Bianca. L'enquête a commencé à se corser. En fait, il fallait éplucher la vie de Bianca avant l'accident. Vous pouvez nous raconter ce qu'elle a fait hier? Quand on a appris que Bianca sortait des magasins, on s'est rendu au supermarché pour demander s'ils avaient des enregistrements. On voulait savoir si tout avait commencé au supermarché. C'était le dernier endroit où elle avait été vue vivante. Montrez-nous la caméra de l'entrée le 28 juin vers 16h20. Est-ce qu'on l'avait suivi? Ou y avait-il eu une altercation qui puisse nous éclairer sur les raisons de son meurtre? Mettez sur pause. C'est Bianca. On a pu identifier Bianca grâce à sa tenue. Elle portait les mêmes vêtements que lors du meurtre. J'ai aussi pu identifier Michelle Robertson et sa grand-mère, Josie, sur la vidéo. Montrez-nous la caméra intérieure vers 17h20, juste avant leur départ. Oh, remontez. Quelqu'un les suit? Alors que Bianca et sa famille sortent du supermarché, on remarque un homme avec une chemise rouge qui marche à leur côté. Il nous fallait déterminer si cet individu était impliqué ou s'il avait un problème avec Bianca ou sa famille. Regardons où il va. Remontez.
Fausse alerte. Au moment où Bianca et sa famille quittent le supermarché, l'homme à la chemise rouge les dépasse et sort avant elle. On en déduit donc qu'il n'a rien à voir avec la suite. Parfois, on passe au microscope la moindre rencontre innocente. Faites voir la caméra extérieure. Les images ne montrent aucune interaction, nous laissant penser que la fusillade ait pu être provoquée par un événement au supermarché. C'est une journée ordinaire. Quand on voit ces vidéos, c'est triste, vraiment triste. Elles étaient loin d'imaginer que leur vie allait basculer de façon aussi tragique. Au poste de police, les enregistrements de l'autoroute arrivent enfin. On a épluché les images du réseau routier à la recherche d'une vidéo du véhicule de Bianca. Qu'est-ce qu'on a? Malheureusement, la portion d'autoroute où a eu lieu le meurtre ne figurait sur aucune vidéo. Et la caméra au nord de la scène, juste avant l'intersection? Et donc, on a cherché des images en amont de la scène. Là, arrêtez l'image. Un pick-up rouge et une berline verte. On a pu isoler la vidéo du 4x4 rouge et du véhicule de Bianca Roberson. Chacun était dans sa voie de circulation, à l'approche de la sortie où ces deux voies se rejoignent. Les deux véhicules roulaient côte à côte. Il est possible que leur conducteur ait eu une forme d'altercation. Aucun détail en particulier ne nous permet d'identifier le véhicule. Les enquêteurs passent à la caméra suivante, située juste après le lieu de l'accident. Reculez. Pause. Finalement, on a trouvé un enregistrement du pick-up rouge qui roule vers le sud sur la 202. Le véhicule n'est même pas dans une voie de circulation. Il roule sur la bande d'arrêt d'urgence et il frôle les voitures sur la voie de droite. Pour nous, il est en délit de fuite. À ce moment-là, pour nous, il ne fait aucun doute que c'est le meurtrier de Bianca Roberson qui conduit ce pick-up rouge. Malheureusement, il y a des tonnes de 4x4 rouges dans la région. Alors, à moins d'obtenir une vidéo suffisamment nette pour identifier ce véhicule en particulier, autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Ensuite, on a visionné les images de la caméra suivante, celle qui donne sur West Chester Pike. Cela nous a permis de constater que le pick-up rouge n'a jamais atteint West Chester Pike. Donc pour nous, ce véhicule était sorti de la 202 à Paoli Pike. Après, il a fallu faire du porte-à-porte dans chaque maison, chaque commerce, tout le long de cette sortie. On espérait trouver une vidéo plus nette, des images qui nous permettent d'identifier au moins la marque ou le modèle de ce pick-up rouge. On a aussi distribué des avis de recherche pour retrouver cette voiture rouge. On espérait ainsi obtenir des informations de la part d'une personne connaissant le conducteur du véhicule.
Tandis que la police quadrille le quartier, l'inspecteur Torres réécoute les appels d'urgence. Deux voitures se battaient pour prendre l'intersection. Il y avait une voiture de la compagnie Aqua devant moi. Un des témoins a dit qu'il y avait un véhicule de la compagnie Aqua entre le pick-up et la voiture de Bianca Robertson. L'employé d'Aqua a dit qu'il avait tout vu, mais qu'il ne voulait pas témoigner. Il est reparti. C'est vrai, cela arrive. Des témoins d'accidents ne s'arrêtent pas. Aqua est une entreprise publique qui s'occupe de l'eau. Un employé de cette société avait donc assisté à l'accident. Il fallait absolument qu'on retrouve ce conducteur. On a téléphoné à la société Aqua. Elle a identifié le conducteur et je l'ai contacté. Il a accepté qu'on filme son témoignage. On espérait qu'il se souvienne, pourquoi pas, de la plaque d'immatriculation. On avait hâte d'obtenir des informations nous permettant de résoudre cette affaire. Le véhicule vert? Une voiture? Ouais, une berline. D'accord. La berline est arrivée très vite derrière moi. Le véhicule de Bianca Robertson a dépassé son véhicule par la droite. Puis il a changé de voie pour revenir sur la gauche. Savez-vous comment elle a fini dans le fossé? Franchement, je sais pas. Quand j'ai levé les yeux, j'ai vu le pick-up rouge prendre la bande d'arrêt d'urgence et partir. Avez-vous vu le conducteur du 4x4 rouge? Est-ce qu'il y avait des inscriptions, des lettres? Non. Des détails, quelque chose de particulier? Malheureusement, il était trop loin. Pourquoi ce type est-il parti si vite? Il a peut-être fait quelque chose de mal. Et vous savez pas quoi? Non, je sais pas. D'accord. Il n'a pas compris que c'était grave. Et son interrogatoire n'a pas permis de faire progresser l'enquête. C'était très frustrant, parce que sans le conducteur de ce pick-up rouge, il nous était impossible de résoudre cette affaire. Bonjour. Bonjour, messieurs. Entrez. Merci. Avec l'inspecteur Martin, nous sommes retournés voir la famille Robertson. Ils nous ont dit qu'ils n'avaient aucun numéro d'immatriculation, rien. J'ai compris qu'ils n'allaient pas pouvoir boucler l'affaire, ni retrouver le meurtrier. Je lui ai promis de faire tout mon possible pour trouver qui avait fait ça à Bianca. Les enquêteurs essayent de localiser le pick-up rouge sur les caméras à l'est de Paoli Pike. En écumant les caméras de surveillance, le but recherché, c'est d'avoir un coup de chance. De tomber sur des images de vidéosurveillance suffisamment nettes pour qu'on puisse lire une plaque ou voir le conducteur du véhicule. Et puis on a rencontré l'entreprise Jersey Mike's, qui par chance avait une caméra de surveillance. C'était une piste à suivre. On y voit un pick-up rouge qui descend Paoli Pike vers Westchester Borough. Ce 4x4 rouge passe devant Jersey Mike's vers 17h31, ce qui correspond à nos informations. La scène du meurtre et Jersey Mike's étant assez proche. On a le 4x4 de notre potentiel suspect, au bon timing, en direction de l'ouest. Là, on sent qu'on tient quelque chose. La découverte de cette vidéo nous a permis d'établir la direction du véhicule et de le pister jusqu'à sa destination, tout en essayant d'obtenir des images plus nettes.
Quel est le prochain commerce équipé de caméras? La résidence Chestnut Square. Il est là. En regardant la vidéo, on a vu le pick-up rouge passer devant la résidence Chestnut Square. On a pu confirmer que le véhicule roulait vers Westchester. Ça limitait le périmètre dans lequel effectuer nos recherches. Après avoir localisé le 4x4, les enquêteurs se penchent sur son identification. Zoom. Est-ce que la carrosserie avait des signes distinctifs? Les jantes, les pare-chocs, les vitres ou autres? On distingue un modèle ancien avec 4 portes ou une double cabine. C'est un pick-up potentiellement de marque américaine, mais rien de sûr. Mais au-delà de ça, on ne trouve rien de probant. On va l'envoyer à la technique, on a peut-être raté quelque chose. En concentrant nos efforts sur le quartier de Westchester Borough, on espère bien arriver à trouver le conducteur du véhicule. Le 30 juin, 2 jours après le meurtre de Bianca Robertson, un témoin nous appelle. Merci d'être venu. Elle roulait vers le sud sur la route 202 quand un pick-up rouge l'a dépassée sur la bande d'arrêt d'urgence avant de sortir à Paoli Pike. Ce véhicule serait ensuite parti vers l'est et non pas vers l'ouest. Vous êtes sûr? Les enquêteurs se seraient trompés de véhicule. Quand on passe du temps à suivre une piste et qu'elle tombe à l'eau, c'est frustrant. Mais on est vite rattrapé par l'excitation que procure une nouvelle piste, plus fiable. Avez-vous vu la plaque? Non, mais j'ai vu le conducteur. Ah bon? Pourriez-vous le décrire? Le conducteur du pick-up rouge était un homme blanc, cheveux blond châtain, barbe de 3 jours, et surtout, il avait des yeux globuleux. On lui a demandé si elle accepterait de faire un portrait robot. Bien sûr. On a transmis les images du portrait robot aux médias. Cela dans l'espoir que quelqu'un nous contacte et puisse nous dire de qui il s'agissait. On sait maintenant que le conducteur du véhicule est un homme blanc, que Bianca Robertson est une femme afro-américaine. Il est important pour nous de déterminer s'il s'agit d'un meurtre à caractère racial. Parce que si c'est le cas, ce n'est peut-être pas un incident isolé. Cet individu est capable de s'attaquer à n'importe quel représentant d'une minorité, ce qui le rend encore plus dangereux. Ils nous ont montré le portrait robot. Sachant qu'un homme blanc avait tué ma fille, j'ai tout de suite pensé que le mobile était la couleur de sa peau. C'est très douloureux, parce que Bianca n'avait aucune haine. Le savoir en liberté, ça me tuait à petit feu. Les enquêteurs se concentrent désormais sur les caméras à l'est de Paoli Pike. On a décidé d'envoyer des enquêteurs frapper à la porte de toutes les habitations et de tous les commerces de Paoli Pike vers la sortie est.
Bonjour, police de West Goshen, nous enquêtons sur un homicide. On a trouvé une maison à quelques centaines de mètres de la sortie, avec une caméra de surveillance. Vous pouvez remonter au 28 juin vers 17h30 ? On était impatients de trouver peut-être de meilleures images du pick-up et de pouvoir confirmer qu'il était en train d'effectivement rouler vers l'est. Là, le 4x4 rouge. À 17h31, on voit le pick-up rouge passer devant cette maison de Paoli Pike, ce qui correspond à son départ de la scène de crime. Mettez sur pause. Vous pouvez zoomer sur les roues ? On a pu établir que le véhicule rouge avait des jantes d'occasion et aussi qu'il avait une double cabine. Mais la vidéo ne montrait ni le conducteur, ni la plaque d'immatriculation. Donc il fallait poursuivre nos recherches dans l'espoir que chaque vidéo révèle de nouvelles informations. Ensuite, on a trouvé une caméra chez un garagiste spécialisé dans les vidanges. Le 4x4 rouge réapparaît à 17h44. Le pick-up poursuit sa route vers l'est en passant devant le garagiste de West Chester Pike. On trouve ensuite une caméra sur la façade d'une épicerie sur la route 352 dans le comté de Delaware. C'est à 11 km de notre garagiste, soit 12 minutes de route environ. Allez à 17h55. Le voici. Pause. Quand le pick-up passe dans la vidéo, malgré une image médiocre, on devine la direction empruntée par le véhicule. Le pick-up roulait vers le sud en direction de Lima. Il va me falloir des renforts pour quadriller la zone. Merci. On envoie des policiers et des inspecteurs à la recherche d'images. C'est comme un puzzle. Chaque vidéo permet de suivre le 4x4 à la trace. Jette un œil à ça. Ce sont les images d'un système de vidéosurveillance privée sur Middleton Road, dans le comté de Delaware, en haute définition. C'est une aubaine, car les caméras sont plus près de la route. Le pick-up que l'on recherche passe devant l'objectif. Zoom sur la vitre. On remarque qu'il y a un autocollant sur la vitre arrière de la double cabine, côté passager. Le capot est abîmé et il a l'air déformé sur l'aile avant droite. Et il y a un renfoncement vertical sur la portière passager. Ces caractéristiques nous permettent de chercher un véhicule bien particulier. On a senti qu'on avançait enfin.
Les enquêteurs diffusent l'image dans les médias, avec une récompense de 5 000 $ pour tout renseignement. On était sûr qu'en voyant ces images, quelqu'un allait savoir à qui appartenait ce véhicule. Toute la communauté nous a soutenus, ma famille et moi. Quelqu'un a organisé une veillée dans mon jardin et beaucoup de gens sont venus. Voir autant de monde, ça m'a rappelé que beaucoup de gens aimaient Bianca. Elle avait beaucoup d'amis. Elle était très importante. Pas seulement pour moi, mais pour toute la communauté. Ça a touché beaucoup de mères. Bianca était si jeune. Elle aurait pu être la fille de n'importe qui. Le 1er juillet, vers 23 h, j'étais en train de quitter mon travail quand j'ai reçu un appel de mon supérieur me demandant de revenir au bureau. En arrivant, on m'a annoncé qu'un avocat nous avait appelés pour nous dire que son client voulait se rendre. On a accueilli la nouvelle avec soulagement et une certaine curiosité. Qui était-il? Quel était son mobile? Et qu'allait-il nous révéler? On s'interrogeait sur lui. J'avais mes inquiétudes. Allait-il inventer une histoire ou essayer d'attirer l'attention avec ce fait divers dont tout le monde parlait? Il s'appelait David Desper. Son avocat nous a dit que son client allait invoquer son droit de ne pas faire de déclaration, mais qu'il possédait un pick-up rouge. Il nous a dit où se trouvait le véhicule et donné l'autorisation de fouiller la chambre de David Desper. C'était d'excellentes informations, mais il nous fallait encore prouver que David Desper était l'auteur du meurtre. On a envoyé une équipe d'enquêteurs à l'adresse où se trouvait le pick-up rouge. Quand on a examiné le véhicule, on a retrouvé les stickers sur les vitres. Il y avait aussi des jantes d'occasion. La carrosserie était abîmée. Il ne faisait aucun doute que c'était bien le véhicule qu'on recherchait. La plaque d'immatriculation de la voiture était au nom de David Desper. Donc c'était bien son propriétaire qui se rendait à la police. Quand les enquêteurs ont fouillé la chambre de David Desper, ils ont trouvé un Smith & Wesson de calibre 40. C'est important parce que la balle retrouvée pendant l'autopsie était une balle de calibre 40, tirée par une arme Smith & Wesson. On le tenait. On le tenait. Bianca allait obtenir justice. Le 2 juillet 2017, David Desper a été poursuivi pour meurtre avec préméditation, homicide, possession d'une arme létale et mise en danger de la vie d'autrui.
Les inspecteurs ont appelé ma mère vers 3 heures du matin Michel, pour lui dire qu'ils l'avaient arrêté. ils l'ont eu. Ils l'ont eu? Oui. Ils l'ont trouvé? J'étais abasourdie. Mais j'étais curieuse de savoir qui était ce David Desper et ce qui l'avait poussé à commettre ce crime de haine envers ma fille. On ne le connaissait pas. C'était un étranger. J'étais folle de joie qu'il l'ait trouvé et qu'on puisse enfin obtenir justice pour Bianca. On connaît le meurtrier de Bianca Robertson, mais on ignore toujours son mobile. Le fait est que David Desper était un homme blanc et Bianca Robertson, une femme afro-américaine. Il fallait déterminer s'il s'agissait d'un crime racial. Était-ce la raison de son passage à l'acte? On a remué ciel et terre pour interroger des gens et fouiller les réseaux sociaux. On n'a trouvé aucune activité sur les réseaux sociaux. Aucun témoignage affirmant que David Desper était raciste. On n'a donc pas pu s'en servir au procès. Et les relevés téléphoniques de David Desper? En analysant les relevés téléphoniques de David Desper, on a découvert que quelques minutes après le meurtre, il a appelé son meilleur ami. On lui a demandé de venir nous parler. Vous êtes meilleur ami? D'accord. Et 12 minutes après avoir tué quelqu'un, il vous a appelé pendant 6 minutes. C'est exact? Ouais. Ils ont parlé de courses de voitures et aussi de pièces automobiles. Il ne vous a rien dit pendant cet appel? Non. Laissant penser qu'il venait d'être impliqué dans le meurtre d'une jeune fille de 18 ans. Non. Quand vous l'avez vu le vendredi soir, il n'y avait rien de particulier dans son comportement. Je n'ai rien remarqué. David Desper n'a rien dit ou fait permettant à son meilleur ami de se douter qu'il venait de commettre un meurtre. C'était incroyable. Il avait abattu quelqu'un, mais il ne montrait aucun signe de remords ou de tristesse. Il n'a fini par se rendre que lorsqu'il a su qu'on était sur le point de l'attraper. Une caméra de surveillance devant la maison de Justin corrobore ses déclarations. On y voit David Desper dans l'allée avec ses amis. Rien ne laisse imaginer qu'il vient de commettre un acte terrible. Au contraire, il a l'air d'un type content d'aller passer un week-end à la mer pour la fête nationale. David Desper a l'air d'arriver chez ses amis, de rester un moment, puis de repartir pour un week-end à la mer. Quand on sait que quelques jours plus tôt, il assassinait Bianca Robertson et que pendant cette vidéo, on recherchait activement son meurtrier. On le voit prendre du bon temps comme si de rien n'était et partir en week-end avec ses amis. Ça en dit long sur la perversité de son acte. Desper, refusant d'expliquer pourquoi il a tué Bianca, l'accusation émet une théorie. Le 28 juin 2017, David Desper roulait sur la route 100 dans son pick-up rouge. Quelque chose s'est passé avec la voiture de Bianca. Elle a essayé de s'insérer, il s'est énervé, et au lieu de la laisser passer, David Desper a saisi son arme
l'a pointé vers Bianca Robertson à travers sa vitre passager et a pressé sur la détente. Il s'est énervé pour un simple problème de circulation. J'ai du mal à imaginer qu'on puisse se satisfaire de cette raison pour expliquer la mort de sa fille. David Desper plaide coupable pour homicide involontaire et écope d'un minimum de 20 ans de prison. C'est une tragédie et une des affaires les plus tristes de toute ma carrière. Je n'ai jamais rencontré Bianca, mais j'ai appris à la connaître à travers tous les gens qui la chérissaient et l'aimaient. L'arrestation de Desper ne la ramènera pas, mais c'est la seule chose qu'on pouvait faire. Ça m'a totalement anéanti. Je pleurais déjà la mort de mon fils. Bianca était la dernière raison qui me permettait de tenir. Michelle a créé une fondation au nom de Bianca. La fondation s'appelle Merge with Mercy et chaque année, elle accorde une bourse à un enfant diplômé du lycée Bayard Rustin. On aide aussi des familles touchées par les violences avec armes. C'était important pour moi de créer cette fondation pour me donner un but dans la vie et honorer la mémoire de Bianca. Parfois, je sens sa présence, celle de Michael. C'est là que je puise ma force. Ils sont comme des anges qui me disent « Vas-y, maman, n'abandonne pas ».